Une opération programmée s'est encore transformée en urgence. Un soupir de mécontentement se fait entendre à l'autre bout du fil. Erika, comment vas-tu me dire au revoir, dit Michael à sa manière habituelle. 3 heures de sommeil suffiront. Ne t'inquiète pas, nous ne nous verrons pas avant une semaine. Bonne nuit. La ligne se tait. Ajustant inlassablement ses lunettes, elle s'appuie sur le rebord de la fenêtre. Erika, tu pleures? La voix d'une jeune infirmière la fait sursauter. Non, Alan, j'ai quelque chose dans l'œil. Je comprends, mais tenez bon. Alan tapote l'épaule d'Erika, plus par formalité que pour la réconforter. Le patron t'appelle, il dit que c'est urgent. Dis-lui que je viendrai après l'opération. Alan acquiesce et se rend dans la chambre du patient, tandis qu'Erika se dirige vers la salle d'opération. À l'intérieur, des stagiaires attendent, certains pour aider, d'autres pour observer. Erika, as-tu toujours voulu être médecin? Demande l'une des stagiaires en se lavant les mains. Chirurgien, Aurora. Chirurgien, honnêtement. Enfant, je voulais être vétérinaire. Dans notre ville, une personne au grand cœur avait organisé un club de soins aux animaux. On se saignait les pattes. Et vous n'avez jamais remis en question votre choix. J'aime ce métier, mais je n'ai jamais réalisé à quel point il est difficile psychologiquement, comprends-je. Les infirmières se sont précipitées avec sa blouse, la préparant pour l'opération. Bonsoir, chers collègues. Ce soir, nous avons une transplantation cardiaque. L'organe est prêt, indique Erika en désignant la table où se trouve la boîte. Le chirurgien Lucas est déjà arrivé, interrompt Erika d'une voix dure et masculine au milieu de sa phrase. Je lui ai demandé de venir dans mon bureau. Nous avons une opération à faire. Elle peut attendre plus tard. Un homme sans tablier entre dans le bloc opératoire et s'approche autant que je suis responsable ici, répondez promptement quand on vous appelle, dit-il avec un ton de dédain qu'Erika capte immédiatement. S'il n'a pas hésité à me réprimander devant les internes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, pense-t-elle nerveusement en se mordant la lèvre. C'est Ayo, pourquoi es-tu comme ça? Il est important que les stagiaires me considèrent comme une autorité si je dois les guider, essaya Erika pour se montrer amicale. Erika, tu es la plus jeune chirurgienne jamais autorisée à exercer de manière indépendante. Et ce, dès la première année, un frisson lui parcourut l'échine. Erika se disait encore qu'il pouvait s'agir d'une bombe affectée et d'une caractéristique typique du chef de chirurgie. Je suis désolé, je ne comprends pas ce qu'il y a à comprendre. L'équipe de la Vieux a pris des médicaments coûteux à stock, votre réputation est tombée en discrédit après cette opération, la bouche d'Erika s'est ouverte, tout cela ressemblait plus à une mauvaise blague. Elle ne savait pas quelle question poser en premier, alors elle s'enfonça silencieusement dans le fauteuil, sans rien dire. Le chef du service de chirurgie sourit d'un air sarcastique, je vous ai prise sous mon aile, et maintenant ceci. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Toutes mes opérations ont été couronnées de succès et je n'ai même pas touché aux médicaments. Les infirmières les préparent à l'avance. Il y a des témoins sur les médicaments, et voici votre rapport signé sur la table, dit Erika en regardant le mince dossier devant elle. À l'intérieur se trouve effectivement son rapport signé, paralysie du bas du corps due à une erreur médicale, mais elle n'a pas opéré ce patient, mais je ne connais même pas cette personne, les larmes commencent à couler dans ses yeux. J'aurais pu vous pardonner le vol de médicaments, quelques retenues sur votre salaire ou une réprimande, et c'est tout. Mais risquer la vie des gens et me le cacher, vous êtes suspendu, a-t-il baissé la voix, la rendant menaçante. Erika se couvrit la bouche avec sa main et sortit du bureau en courant. Elle ne se souvient pas comment elle a appelé un taxi et est rentrée chez elle. Elle ne reprit conscience qu'assise dans le couloir, lorsque son mari endormi vint la trouver. Je te l'ai dit tant de fois, Erika, j'ai le sommeil léger, je n'entends aucun bruit, pourquoi m'as-tu réveillée? Mais elle ne répondit pas, se contentant de serrer ses genoux plus fort. Tu pleures, qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Ils disent que j'ai volé des médicaments et qu'il y a un rapport signé sur une opération chirurgicale, le visage de son mari a changé. Ils disent que j'ai volé des médicaments et qu'il y a un rapport signé à propos d'une opération chirurgicale, le visage de son mari a changé. On dirait que toute l'équipe est contre toi, je t'avais prévenu de ne pas en faire plus que ce que tu peux supporter, dit Erika en sentant la tension monter en elle. Pourquoi ne la soutenait-il pas? Elle mit le comportement de son mari sur le compte de la fatigue et du stress avant son prochain voyage d'affaires, afin d'éviter toute dispute. Il s'est rapidement couché, elle a mal dormi le lendemain matin, elle a refusé de lui dire au revoir parce qu'elle avait une raison légitime. Heureusement,
Son amie avocate a réagi rapidement en lui expliquant qu'il était inutile de reprendre le travail maintenant, car la police risquait d'être appelée. Erika n'a donc eu d'autre choix que de s'occuper pour ne pas devenir folle de stress. Pendant les périodes de stress intense, elle a trouvé du réconfort dans le nettoyage. Un mois de travail sans longue pause avait laissé beaucoup de tâches ménagères dans l'appartement. Erika a donc pris son seau et son chiffon. Alors qu'elle époussetait le buffet, son regard tomba sur une photo d'enfance datant de la remise des diplômes. Erika murmure, s'enfonce dans les souvenirs. C'est dommage que tu n'aies pas vécu pour le voir, maman. Les larmes lui montent à nouveau aux yeux. Les souvenirs des changements fréquents de son père, perpétuellement ivre, et de la nécessité de se boucher les oreilles à cause des cris de ses parents refont surface. Elle se souvient d'avoir travaillé comme femme de ménage à l'âge de 13 ans, à la place de sa mère, car personne ne voulait officiellement embaucher une enfant aussi fragile pour un travail aussi pénible. Et maintenant, elle était de nouveau là, à frotter les sols, mais dans son propre appartement. Puis elle a vu une photo de son mariage et de sa première année à l'université. Son premier amour, Michael, étudiait l'économie, mais ses études ne l'intéressaient pas beaucoup. Ils se sont rencontrés par hasard. Eric a accidentellement renversé son café sur lui en nettoyant ses lunettes en marchant et l'a heurté de plein fouet. S'excusant, elle prend une serviette et commence à essuyer les taches sur la chemise blanche impeccable de Michael. Bien qu'il n'ait pas tout de suite réalisé qu'Erika touchait sans délicatesse un inconnu, son comportement ne l'a pas dégoûté. À l'époque, ses oreilles étaient rouges comme des betteraves. Erika nettoie rapidement les coupes et les médailles qu'elle a reçues à l'école et à l'université. Puis elle a continué à nettoyer d'autres pièces. La journée s'écoule sans qu'elle s'en aperçoive et, vers la fin de l'après-midi, le téléphone sonne. « Bonjour, Erika. » « Bonjour », une voix joyeuse à l'autre bout du fil fit sourire Erika. « J'ai lu tous vos messages. L'affaire est manifestement montée de toutes pièces, mais à la maison, vous avez des collègues jaloux, peut-être au travail. Bonjour, Sarah. Je ne suis pas entré par relation, comme on aime le faire dans notre hôpital. J'ai atteint le quota. Là-bas, les gens travaillent pendant 10 ans comme médecins ordinaires et voilà qu'un jeune chirurgien arrive tout de suite. Eric et Sarah se connaissent depuis l'époque où ils étaient étudiants. Ils aimaient tous les deux les études et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. On les appelait même le couple en or de l'université, car ils arrivaient toujours en tête de tous les concours et présentations. Elles vivaient ensemble dans le même dortoir et se sont facilement trouvés des points communs, gardant le contact au fil des ans pour éviter que leur amitié ne s'estompe. Voilà qui explique tout, ma chère. J'ai l'impression que vous avez versé beaucoup de larmes, mais je dois encore vous poser des questions sur les médicaments. D'accord, ces témoignages sont étranges. Le tribunal n'écoutera pas ce qu'Erika a omis. Pensez-vous qu'il y aura un procès? Vous savez, Erika, j'envisage toutes les options. Nous pourrons peut-être nous passer d'un procès. Pour les documents, c'est simple. Nous les enverrons à l'expertise, pour qu'ils découvrent la fausse signature. Erika hésite. Le fait est que c'est ma signature. Je l'ai reconnue à la boucle au milieu, mais je n'ai pas opéré cette personne. Je m'en souviendrai. Oui, cela complique les choses, mais il y aura quand même un examen. De toute façon, nous l'enverrons pour vérification. On ne sait jamais. Quelques minutes plus tard, Erika raccroche. Sarah lui a donné l'espoir que tout irait bien et elle s'est sentie beaucoup mieux. Mais dès qu'Erika est entrée dans la cuisine, elle a entendu son téléphone portable vibrer à nouveau. Allô? Bonjour, je pensais que tu ne viendrais pas. Je pensais que tu n'appellerais pas aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir un peu d'espoir. As-tu été réintégré? Non, mais mon ami est déterminé. Si une convocation arrive, elle aidera. Nous nous en occuperons. Quel tribunal? Vous avez dit que vous ne seriez pas arrêté, proteste-t-il. Michael, pourquoi dis-tu cela? Ton humour me fait peur. Tu sais, Erika, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Le ton de Michael a soudain changé de façon spectaculaire. D'abord, tu as cessé de rentrer le soir, puis tu as commencé à sortir tard. Maintenant, tu as aussi des problèmes juridiques. Dis-moi franchement, as-tu un amant? Voulais-tu me le cacher? Tu as perdu la tête, Michael. Comment oses-tu dire de telles choses? J'ai tout donné pour notre famille, j'ai acheté l'appartement, je l'ai même mis à ton nom. Je suis toujours là, même si l'occasion d'être physiquement présent n'est pas si fréquente.
tu as beaucoup changé, Erika. Toujours fatiguée à la maison, l'air négligé, mais au travail, avec du maquillage et des cils, toujours parfaite. De toute façon, j'en ai assez. Va vivre avec ton amant et vole l'hôpital. Je récupérerai mes affaires à la fin de la semaine. Le cri d'Erika n'a pas été entendu. Ses jambes perdirent immédiatement leur force et elle s'effondra sur le lit. Un tremblement la secoue si intensément qu'il lui semble interminable. Après 5 ans de vie commune, pendant lesquels elle n'avait jamais regardé d'autre homme, son mari l'avait larguée comme une adolescente au téléphone. Il n'avait pas le courage d'en parler face à face, surtout dans un moment pareil. Des exercices de respiration profonde l'ont aidé à se calmer, mais cela a pris environ 30 minutes. Mais on ne peut pas dire qu'Erika soit calme. Tout ce qui se passe dans l'appartement lui pèse. Elle voulait quitter au plus vite cet endroit dont chaque recoin lui rappelait Michael. En courant dans la rue, en tenue décontractée et en tonne, elle ressent une vague de tranquillité. La soirée d'été est fraîche, mais Erika ne le remarque pas. En pleurs, elle s'assoit sur un banc du parc, enveloppée dans son pyjama. Des passants fatigués terminaient leur journée de travail, des couples se promenaient, des mères passaient avec des poussettes, tandis que quelque part au-delà du parc résonnaient des rires d'enfants. Soudain, un cri d'enfant mêlé de larmes retentit, immédiatement suivi d'une mère anxieuse qui court à sa rencontre. C'est donc pour cela que Michael évitait toujours de parler d'enfants, sourit Erika en levant les yeux au ciel. Je me demande comment je peux rendre cette journée encore pire. Elle avait à peine fermé les yeux qu'un grondement désagréable, qui n'était pas dû à la faim, se fit entendre dans son estomac. Repérant une poubelle à proximité, Erika y déposa son récent dîner. Des soupçons immédiats envahissent son esprit, alimentés par d'étranges coïncidences, mais Erika se contente de sourire, attribuant son état au stress qu'elle a enduré. Le froid commence à l'envahir, la poussant à se lever du banc et à rentrer enfin chez elle. Elle envisage de louer une chambre pour la nuit afin d'éviter de rester dans l'appartement qu'elle partage avec Michael. Mon Dieu, s'exclame Erika en remarquant une petite tache de sang à l'endroit où elle est assise. Convaincue d'avoir bien compris, elle court vers sa voiture et se rend à l'hôpital. Ses mains se tournent automatiquement en direction de la clinique. Lorsqu'elle sort son badge, Erika constate qu'il ne fonctionne pas. Malgré de vaines tentatives pour passer sa carte, elle a confirmé qu'elle était désactivée. Erika Moraes, il y a un problème avec votre carte? Un agent de sécurité âgé est apparu avec sa carte. Laissez-moi l'ouvrir pour vous. Je vous remercie. Erika lui adresse un regard reconnaissant et se précipite vers le cabinet du gynécologue. Vous êtes médecin, Erika. Tu sais que tu ne devrais pas être nerveuse pendant ces premières semaines et tu n'as pas pris rendez-vous chez le gynécologue? La carrière, c'est une chose, mais comme Michael et toi avez planifié cet enfant. La gynécologue entend Erika renifler et lui tend un mouchoir. Elle voit qu'Erika ne peut plus retenir ses larmes. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Demande sa collègue, inquiète, en lui tendant un autre mouchoir. Oh, ce ne sont que des larmes de joie. Erika se force à sourire et s'essuie le visage. Il est encore tôt, note prudemment le médecin. Puis-je prendre un rendez-vous pour vous? Ce n'est pas la peine, interrompt Erika en levant la main. Merci, ça va vraiment bien. Se souvenant des recommandations, elle a quitté l'hôpital et est montée dans sa voiture. Elle tremblait à nouveau, mais avec un frisson supplémentaire. À 22 ans, Erika avait interrompu une grossesse qu'elle partageait avec Maël. Lorsqu'il a découvert la grossesse, il l'a laissée seule face à la situation. Il n'y avait personne pour soutenir Erika, alors elle a pris cette décision. Tout s'est bien passé, mais l'événement a laissé une trace indélébile dans sa mémoire. Michael est revenu quelques semaines plus tard, persuadant Erika d'interrompre sa grossesse, en invoquant des raisons telles que sa carrière en plein essor, l'absence d'appartement, etc. Aujourd'hui, Erika a son propre appartement, une voiture, un bon travail et des économies pour les jours difficiles. Mais même cela n'a pas suffi à retenir Maël. Mon Dieu, pourquoi me punis-tu? Demande-t-elle en s'endormant dans la voiture. Erika se réveille au milieu de la nuit au son d'un camion qui goudronne et qui atteint aussi sa voiture. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire face seule à cette situation. Elle fait défiler ses contacts et appelle Sarah. Erika trouve son téléphone portable sans réponse. N'ayant personne d'autre à appeler, Erika a fini par démarrer la voiture. Elle arrive chez elle bien après minuit, prend une douche et s'endort immédiatement. La fatigue l'emporte sur ses émotions. Elle veut s'endormir rapidement. Le lendemain matin,
Erika est à nouveau réveillée par un coup de fil de son amie en larmes. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé avec Sarah. L'avocate accepte de venir en aide à son amie, malgré les heures qu'il faudra pour s'y rendre. En essayant de préparer le petit déjeuner, Erika entend inopinément un bruit de grattage sur la serrure de la porte. S'armant d'une poêle à frire, elle se rend dans le couloir et y trouve Maël. Dès que leurs regards se croisèrent, il reçut une gifle assez forte pour laisser une marque brillante sur sa peau. La paume d'Erika était brûlante, mais c'était comme si elle ne l'avait pas remarqué. « Comment peux-tu retourner en arrière ? Prends tes affaires et sors d'ici. »« Bonjour à toi aussi, » répondit Maël en se frottant la joue. « Tu ne crois pas que tu devrais partir ? Après tout, l'appartement est à mon nom. » Le bout des doigts d'Erika pâlit, mais elle réussit à rester calme. En regardant le visage de son mari, elle a du mal à comprendre comment elle a pu ne pas voir ces traits horribles pendant toutes ces années. « Depuis combien de temps prépares-tu cela, chérie ? Tu crois que c'est normal de tricher et de mentir ? Tu n'as même pas essayé d'admettre ton infidélité et je n'ai même pas mentionné le véritable crime que tu as commis avec ton complice. Peut-être que si tu avais été honnête, notre décision aurait été différente. Tu as inventé tout cela juste pour l'amour de l'appartement. Vous savez quoi ? C'est sans doute mieux que j'ai enfin découvert qui vous êtes vraiment. » Erika n'a pas pu terminer sa phrase, car à ce moment-là, Michael lui a glissé plusieurs photos dans les mains. Sur l'une d'elles, elle parlait à un inconnu, sur une autre, elle étreignait un autre homme, et sur la troisième, elle embrassait quelqu'un. Ce sont nos photos ensemble. As-tu perdu la tête ? Tu crois que je ne m'en souviendrai pas ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Son mari réussit à sourire. Tu sais, ça a l'air très convaincant. Erika reste sans voix. Elle avait peur d'imaginer à quel point la personne à côté d'elle était dangereuse depuis tout ce temps, et elle portait l'enfant de cette personne. Erika, c'est fini. Je vous donne jusqu'à la fin de la semaine pour quitter l'appartement, ou je vous poursuivrai en justice. Maintenant, va-t'en. Roulant des yeux, Maël quitte tranquillement l'appartement. Erika ne se laisse pas submerger par ses émotions. Déterminée à aller jusqu'au bout, son amie arrivée, le lendemain, elles vont chercher les documents prouvant que la signature est bien celle d'Erika. Son patron lui propose alors de démissionner pour éviter de se retrouver derrière les barreaux. Sarah est d'accord avec cette idée, tout en sachant que ses chances sont minces. De plus, mener de front deux affaires judiciaires ne serait pas de tout repos. Un soir, Erika décide d'aller faire du shopping. Elle voulait se distraire et son appétit augmentait rapidement en raison de sa grossesse. En passant devant les rayons de fruits, elle sent soudain quelqu'un lui saisir l'épaule. « Bonjour, belle fille. » La voix insolente de la femme fait se retourner Erika. « Tu as passé les meilleures années de la vie de mon fils et maintenant tu te promènes dans les magasins, hein ?» Clarisse est un nouvel événement désagréable dans la vie d'Erika. Lorsque la mère de Maël découvre que son fils a épousé en secret une jeune fille sans parents ni dot, elle est furieuse. « Clarisse, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu habites à quelques kilomètres d'ici. Comment es-tu arrivé ici ? Oh, je me suis promené. Tu n'as pas honte de jouer les vertueux et les compétents ? Tu n'as jamais pris la peine de venir me voir, toujours trop occupé par tes études. Clarisse, je savais que je ne te plairais jamais. Pouvons-nous arrêter de parler maintenant, dit Erika d'un ton fatigué, réalisant que la conversation ne mènerait nulle part. Nous pouvons, mais je tiens à vous avertir, ma chère, que vous devez vous installer confortablement dans l'appartement avec votre ami. Il n'en sortira rien. Tous les papiers sont au nom de Michael. Ah, donc vous savez déjà pour mon ami. Peut-être que les fausses photos sont aussi de votre fait. Tu te moques de moi ? Attends un peu, tu finiras à genoux sans rien. Dieu merci, au moins il n'y a pas d'enfant à toi. Sur ce, sa belle-mère retire sa main de l'épaule d'Erika et se dirige vers la sortie. Erika n'a pas fait de bruit jusqu'à ce que la porte d'entrée se referme derrière elle. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre que Clarisse ne pouvait pas la voir qu'elle laissa libre cours à ses émotions et se mit à pleurer. Le lendemain, Erika s'est inscrite au cabinet du gynécologue. Elle essaie de se glisser dans l'hôpital sans se faire remarquer, toujours vêtue d'un sweat à capuche. Mais la communauté de travail est comme un petit village. Rapidement, des rumeurs se sont répandues parmi tous les médecins au sujet de sa grossesse et de son licenciement soudain. Cela jouera en notre faveur. Qu'il vous considère comme une victime. Cela facilitera les choses au tribunal, lui a répété Sarah en l'encourageant. Pendant la procédure judiciaire,
Erika est autorisée à vivre dans l'appartement et, quelques semaines plus tard, la première audience a lieu. Bien entendu, c'est son amie qui lui sert d'avocate. La stratégie était simple, convaincre le tribunal que l'appartement avait été transféré sous la contrainte d'un mari violent qui ne cessait de l'humilier et de l'abattre. Ce n'est peut-être pas vrai, mais Eric et Sarah ont décidé de jouer le jeu de la même manière que Michael. L'apparence d'Erika était un atout, des yeux rouges et fatigués et un visage gonflé par les pleurs. Pour autant que je sache, ce juge privilégie les valeurs familiales et les traditions. Il n'accorde les divorces que de façon minimale lorsqu'il est clair que la femme dans le mariage souffre, chuchote Sarah alors que la séance d'audience commence. L'espoir réchauffe le cœur d'Erika. Elle avait enduré beaucoup d'épreuves et, grâce au sang-froid de son amie, croyait que tout se passerait bien. L'audience se déroule bien. Sarah a mentionné à plusieurs reprises que le juge était de leur côté et qu'il sympathisait vraiment avec Erika. Pourquoi a-t-on fourni des documents sur l'infertilité? Ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Retirez-les, a dit sévèrement le juge à l'accusé. À la fin de la séance, Sarah a chuchoté à Mahon qu'il n'était pas stérile, sachant qu'Erika était enceinte de lui. S'il a falsifié les photos, il pourrait aussi falsifier un certificat, dit Erika. Sarah, surprise, a demandé pourquoi il avait joint ce document aux pièces du dossier. Peut-être que l'avocat s'est trompé, répond Erika, faisant confiance à son ami. Peu après, le petit avocat à lunettes qui se trouvait à côté de Michael a redressé ses mallettes et s'est adressé au juge, mais il a trébuché sur une marche et a renversé des documents. Erika rit doucement tandis que Sarah s'efforce de garder une expression sérieuse. Sarah se tourna lentement vers son ami, affichant un sourire avant de faire à nouveau face à son adversaire. Pour une raison inconnue, l'avocat ne s'est pas précipité pour se lever. Quand il le fit enfin, il essuya son pantalon et remit son mouchoir dans sa poche. Erika regarde le juge examiner les papiers tombés au champ d'honneur. Elle se rendit compte que parmi eux se trouvaient des photos falsifiées d'elle avec d'autres hommes. Erika se lève en colère, prête à prendre les documents, mais Sarah l'en empêche. Le regard de son ami lui dit « Tais-toi, tu ne feras qu'empirer les choses ». Le juge a rapidement reporté son regard sur Erika, perplexe, et ses yeux sont passés des photos à elle. Bien que la grossesse d'Erika soit encore précoce et à peine visible, l'expression du juge montre qu'il est en train de former un récit défavorable à Erika. Comment le savent-ils? Demande Erika en s'asseyant. Mahon connaît-il l'un de mes anciens collègues? Tu suggères que... murmura Sarah, hésitant à aller au bout de sa pensée. Eric réalisa que si Mahon était au courant de la grossesse, il devait s'agir de quelqu'un de son travail, ce qui signifiait qu'il avait un lien avec cette personne. L'idée que Michael soit impliqué dans la création de fausses preuves contre elle la terrifiait. Voyant la même inquiétude dans les yeux de Sarah, Erika tente de retrouver son calme. Le tribunal s'est ensuite retiré pour délibérer et a rejeté les allégations d'Erika. L'appartement est déclaré propriété de Michael, ce qui nécessite une expulsion immédiate. À bout de force, Erika quitte la pièce en courant et va pleurer dans la salle de bain. Erika, appela Sarah en frappant à la porte de la salle de bain, nous devons partir. La prenant par le bras, Sarah l'entraîne hors de la salle d'audience. Sur le parking, l'avocate se couvre le visage de ses mains et se met à pleurer. Erika, pardonne-moi, je suis désolé. Je t'ai donné de faux espoirs. J'ai fait de mon mieux, mais ces fausses photos. Le juge devrait être impartial, mais il semble être un moraliste. Nous ferons appel, nous irons jusqu'à l'instance supérieure, dit-elle, les mains toujours posées sur son visage. La dernière chose qu'Erika a vue avant de s'évanouir, c'est le visage inquiet de Sarah, sa seule véritable amie. Erika se réveilla à l'hôpital avec 4 gouttes dans le bras et Sarah dormant à côté d'elle. Sarah, où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Chuchote Erika, de peur de réveiller les autres patients. Quoi? Sarah sursaute et renverse son café. Le bruit a irrité les autres patients. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je ici? Tout va bien. Tu étais menacé de fausses couches, mais ils ont sauvé le bébé. Erika regarde par la fenêtre, où la lumière du soleil entre à flot. Soudain, elle a ressenti un sentiment de paix, comme si ce qui la retenait, son appartement, son travail et Mahon, avaient été retirés de sa vie. Certes, elle portait dans son cœur le fils de son ex-mari, mais cet enfant était le sien et le sien seul. Au fait, Mahon était là. Il a dit qu'il ne croyait rien de tout cela. Apparemment, ils ont même fait exprès d'appeler une ambulance. J'ai toujours trouvé votre mari étrange,
mais pour en arriver là. Il fait partie du passé maintenant. J'ai besoin d'aller de l'avant, surtout maintenant que j'ai un petit en route, dit Erika en se caressant le ventre. Vous n'allez pas demander une pension alimentaire? Tout est la bienvenue, dit Erika en secouant la tête. Elle pensait que les relations de Mahon étaient si vastes qu'elle finirait par payer une pension alimentaire. Sarah, est-ce que je vais m'en sortir? Demande-t-elle à son amie, incertaine. Tu y arriveras. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus fort que toi, Erika. Sarah pose sa main sur le coude d'Erika. Mais je vais quand même faire appel de la décision. Cependant, tous les appels ultérieurs ont été contrecarrés par les efforts de Clarisse, la belle-mère d'Erika, qui disposait de suffisamment de ressources pour empêcher l'affaire d'aller de l'avant. De plus, tous les juges la connaissaient, la saluaient et lui serraient la main. Erika décide d'utiliser les fonds d'urgence qu'elle a mis de côté pour louer un appartement. D'après ses calculs, elle ne peut louer qu'un studio. Comme on lui refusait désormais de travailler dans les cliniques publiques, elle devait remercier le directeur de l'hôpital qui avait réduit à néant sa réputation professionnelle. Sarah ne tarde pas à partir, les clients étant déjà mécontents de ses vacances prolongées, mais Erika est reconnaissante à son amie de ne pas l'avoir abandonnée pendant ce qui est probablement la période la plus difficile de sa vie. La grossesse semblait amplifier tout le stress qu'Erika avait déjà vécu, rendant les choses très difficiles pour elle. Elle ne pouvait pas passer une journée sans avoir des nausées, et les vertiges devenaient un compagnon constant. Elle a commencé à se rendre plus souvent à la maternité, mais tout ce qu'elle entendait, c'était « remplissez votre vie de paix ». Mais d'où viendrait la paix pour quelqu'un dont la vie avait pris un tournant si radical il y a quelques années? Pour la 100e fois, en faisant défiler ses courriels à la recherche d'au moins une demande approuvée, Erika a trouvé une invitation. Une clinique privée s'est ouverte à quelques kilomètres de chez elle et recherche un spécialiste pour fournir des services médicaux à domicile. Les candidats devaient disposer de leurs propres moyens de transport, mais la rémunération était convenable. N'en croyant pas ses yeux, Erika compose le numéro indiqué sur l'invitation et se précipite à l'entretien. Bonjour, Erika, vous avez un excellent CV. Avec ces compétences, vous pourriez travailler dans les meilleures cliniques de la ville, mais voulez-vous faire des visites à domicile dans votre propre voiture et à un stade précoce de la grossesse, s'exclame la directrice en feuilletant les documents. Erika la regarde attentivement. La femme avait une quarantaine d'années, était élégamment vêtue et avait un réseau de fines rides au-dessus des yeux. Pour une raison qui lui échappe, Erika pense qu'il est préférable d'être franche avec cette directrice. J'ai été piégée à l'hôpital public et le patron a fait circuler des rumeurs dans d'autres institutions médicales. J'en parle ouvertement parce que je sais que je n'ai rien fait de tel, explique Erika. Le directeur détourne le regard des documents vers Erika, mais ce regard a quelque chose de désagréable. Mon intuition était mauvaise. J'aurais dû me taire. Maintenant, ils ne vont certainement pas m'embaucher, pense Erika en baissant tristement la tête. Notre succursale dans cette ville a ouvert récemment, je ne connais donc pas les autres médecins, dit la directrice en souriant largement. Pour moi, seul le professionnalisme compte. Alors si vous êtes prête à commencer demain. Oui, interrompt Erika. Je suis prête. Je suis prête. Merci. Elle renifle, sentant que la chance est enfin au rendez-vous. Elle a commencé à travailler comme médecin itinérant, recevant des patients à domicile sur simple appel téléphonique. La plupart d'entre eux étaient riches, et Erika avait parfois l'impression que, pour eux, ce n'était qu'un divertissement, comme lorsque leur fils avait le front un peu plus chaud que d'habitude ou s'écorchait le genou en jouant dans le jardin. Elle avait du mal à l'accepter, car cette vie de conte de fées était un vieux rêve qu'Erika poursuivait depuis des années. Il lui arrivait de se rendre au siège et d'être de garde. Elle s'est rapidement liée d'amitié avec un groupe de jeunes médecins grâce à son travail avec les internes. Bientôt, les filles du groupe ont commencé à l'inviter à des thés improvisés dans la salle de repos, et les hommes lui tenaient toujours la porte. Un jour, alors qu'elle courait dans les couloirs entre les bureaux, Erika a remarqué des infirmières qui discutaient de manière animée au téléphone. « Vous regardez les photos de qui ?» Elle sourit de façon si mystérieuse, dit Erika en souriant largement. « Oh, c'est mon ami de l'hôpital central avec son nouveau petit ami. Il est beau, grand, on dit qu'il est divorcé. » Comment l'a-t-elle eu si vite, répond l'infirmière rousse en faisant circuler les photos. Peut-être qu'ils étaient déjà ensemble quand sa femme était encore là, suggère une autre infirmière, en insistant sur le dernier mot. Elle avait tout dans la vie, honnêtement. Un poste d'infirmière à l'hôpital central de la ville et elle vient d'obtenir son diplôme, ajoute la troisième infirmière. Pourquoi?
S'étonne Erika, qui se souvient qu'on l'avait critiquée pour son ascension professionnelle rapide. C'est la nièce du directeur de l'école et ses parents sont riches. Elle a été gâtée toute sa vie. Je n'ai jamais compris pourquoi elle se donnait la peine de travailler. Je suis sûr que c'était par ennui. Eh bien, montrez-moi lui, montrez-moi, demande la troisième infirmière en attrapant le téléphone. Erika regarde attentivement l'écran et s'exclame aussitôt, je la connais. C'est Anna, mon ancienne collègue. Très jolie et très affectueuse. Elle partageait mes déjeuners, même si elle abusait du sel. Elle m'apportait des documents à signer quand elle travaillait tard. Quel dommage, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais avant qu'Erika ne puisse terminer, l'infirmière qui tenait le téléphone a finalement fait défiler la photo du petit ami d'Anna. Les larmes coulèrent immédiatement sur le visage d'Erika, et elle pressa sa main contre sa bouche pour étouffer un cri de douleur. Elle se dirigea rapidement vers la salle de bain. Oh, Erika était vraiment impressionnée par lui. Il a l'air d'être son genre, dit l'infirmière rousse en regardant sa collègue s'éloigner. Dans la salle de bain, Erika n'arrivait même pas à atteindre la cabine et glissait lentement le long du mur. Anna et Michael, répéta-t-elle d'une voix tremblante. Alors, c'est ça? Erika frappa la poubelle de toutes ses forces, éparpillant son contenu. Oh mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'en peux plus, hurle-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. Il faut plusieurs semaines à Erika pour accepter la trahison de Michael. Essayant de se concentrer davantage sur son travail, elle commence à faire des visites à domicile. Grâce à son éducation, elle a même commencé à donner des cours particuliers à des étudiants en médecine, leur expliquant des sujets complexes de manière simple. Un matin, elle est appelée dans une maison voisine. Rassemblant rapidement ses affaires et maudissant la personne qui s'est évanouie si tôt, Erika se précipite chez le patient et frappe à la porte de l'appartement désigné. Elle vérifie une dernière fois le contenu de sa trousse médicale. Soudain, la porte s'ouvrit si brusquement qu'elle reçut un léger coup sur le front. « Vous êtes Erika Moraes ?» lui demande un homme d'une trentaine d'années en la regardant de haut en bas avec inquiétude. « Oh mon Dieu, je suis désolé. Je suis une épave nerveuse. »« Vous voulez de la glace ?» lui propose-t-il. « Oui, s'il vous plaît » acquiesce Erika, qui a franchi la porte et a également besoin qu'on lui montre où se trouve le patient. « bien sûr, dit-il en l'emmenant dans le salon, puis en courant dans la cuisine. Sur le lit, habillée de vêtements complètement trempés, se trouvait une femme âgée, pâle, soupirant presque. À côté d'elle, Erika trouve un glucomètre. Tout s'enchaîne dans son esprit. Elle a commencé à chercher des bandelettes dans son sac. « Excusez-moi, où sont les bandelettes de glucose ?»« Quoi ? Quelles bandelettes ? Je ne vis pas ici. » « On m'a appelé pour réparer des meubles », s'exclame l'homme en sortant de la cuisine, tenant un morceau de viande congelée dans un sac. « Je n'ai pas trouvé de glace, mais ça a l'air froid aussi, non ?» Erika lui jette un regard des plus perplexes et se remet à la recherche des bandelettes réactives. Heureusement, un nouveau paquet se trouvait déjà à l'intérieur. Trouver son carnet d'adresses sur la commode dans le couloir. Les grands-mères ont l'habitude d'y ranger ce genre de choses, indique Erika. Vous suggérez que je fouille dans les affaires de quelqu'un d'autre, s'étonne l'inconnu en haussant les sourcils. Je pourrais avoir des ennuis pour ça. Écoutez, dit Erika d'un ton sévère, je me fiche de vos règles. Voulez-vous m'aider ou non? Si c'est le cas, il devrait y avoir des numéros de contact pour votre fils ou votre fille, ou quelqu'un comme ça. Il faut leur dire que leur mère a besoin de soins constants. Pendant ce temps, Erika mesure la glycémie de la patiente, trouve une seringue, lui fait une injection et procède à une évaluation générale de son état. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé une ambulance ?» demande Erika. « J'ai trouvé » s'exclame l'homme en entrant dans la pièce, un papier à la main. À la vue du sphygmomanomètre, de la seringue et des bandelettes réactives, ses jambes se sont soudain dérobées et il s'est écroulé sur le sol avant qu'Erika ne puisse réagir. Elle se lève du lit et palpe soigneusement l'abdomen du patient, remarquant une grosseur sur le côté droit. « Nous ne pouvons certainement pas nous passer d'une ambulance », conclut-elle en décrochant le téléphone. Quelques minutes plus tard, un ambulancier arrive. Erika accompagne le patient à l'hôpital dans l'ambulance. La suspicion d'appendicite est confirmée. Elle s'en veut de ne pas avoir remarqué plus tôt l'état de l'homme, visage pâle, transpiration, nervosité. « Vous perdez la tête, Erika ?» pense-t-elle en transportant le patient au bloc opératoire. 40 minutes plus tard, comme prévu, il est transféré dans une chambre.
Le médecin commence à expliquer en détail ce qui s'est passé, mais s'arrête quand Erika entre dans la pièce avec un sourire. Erika aperçoit l'homme réveillé par l'anesthésie, qui se redresse immédiatement en la voyant. L'opération a été un succès, mais les points de suture sont encore frais, lui dit Erika en prenant place sur le bord du lit. Erika, tu es mon sauveur, dit-il avec émotion en lui serrant la main. Tu as fini par aider 2 personnes. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé ce carnet tout de suite. Je travaille dans cette entreprise depuis un peu plus d'1 mois, j'avais peur d'être licencié. Oui, nous nous ressemblons, dit-elle en souriant. Je me consacre aussi à mon travail, mais ma mission est de soigner les gens, de les sauver. Rien d'autre ne compte si je ne peux pas aider quelqu'un. Erika, peut-être me permettez-vous de réparer mon erreur et de vous demander de sortir avec moi, supplia-t-il en la regardant dans les yeux. Erika ne s'attendait pas à cette proposition. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise qu'elle est montée sans hésitation dans l'ambulance pour aider un inconnu. En regardant à nouveau son visage, elle se rendit compte que l'homme était plutôt séduisant. Je ne suis pas sûre, il faut que j'y réfléchisse, répondit-elle, sachant déjà ce qu'elle allait faire. Tu parles comme si tu allais refuser, Erika. C'est juste pour te montrer ma gratitude, c'est tout. Ah bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai pas mis les pieds nulle part depuis des lustres, se dit-il en retrouvant le sourire. Au fait, je m'appelle Samuel, sourit-il en lui tendant la main. Samuel s'avéra très gentil et attentif, un ancien policier qui avait dû quitter la police à cause d'une blessure et qui essayait différents emplois depuis environ 1 an. Il avait remarqué le ventre légèrement arrondi d'Erika, mais en écoutant son histoire, il s'est montré encore plus compréhensif. Une nuit, Erika s'est réveillée après un terrible cauchemar dans lequel elle était poursuivie par un inconnu dans une forêt sombre. Elle courait, esquivant les branches pointues qui lui griffaient les mains et le visage, mais la forêt semblait sans fin. Finalement, elle aperçut une lumière salvatrice à portée de main, mais elle se réveilla trempée de sueur et haletante, sans jamais savoir si elle avait réussi à s'échapper de cet endroit horrible. Ressentant une douleur aiguë partant de l'abdomen et irradiant jusqu'au bas du dos, elle se rend compte qu'elle est en train d'accoucher, appelle une ambulance et appelle immédiatement Samuel pour ne pas être seule. Ils se sont rendus à la clinique, où l'on a expliqué qu'Erika ne pourrait pas accoucher naturellement et qu'elle devrait subir une césarienne. C'est alors qu'elle a commencé à s'inquiéter, mais les médecins l'ont rassurée en lui disant que tout irait bien. C'est un garçon. Dépêchez-vous de vous rendre au service de néonatologie, annonce le médecin. Qu'est-ce que c'est? Où est mon fils? Demande Erika avec angoisse, car elle n'a même pas vu le bébé. Il a du mal à respirer, répond l'infirmière avec sympathie, en regardant son visage. Nous allons ventiler ses poumons jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. Dès qu'ils ont emmené le bébé, Samuel est entré dans la chambre, voyant le visage inquiet d'Erika. Il demande immédiatement à l'infirmière ce qui se passe. Samuel, s'il te plaît, aide notre bébé, dit Erika en s'agrippant à lui. Je t'en supplie, sauve Eduardo, je ferai n'importe quoi, ne t'inquiète pas. Il lui serra tendrement la main et courut après les médecins. Quelques minutes plus tard, Erika a été emmenée dans sa chambre et on lui a administré un sédatif par intraveineuse pour l'aider à s'endormir. On a diagnostiqué chez Eduardo un syndrome complexe qui nécessitait une intervention chirurgicale. Erika ne l'a su que le lendemain matin, lorsqu'elle a demandé à tenir son bébé, mais on lui a apporté une couveuse spéciale et on lui a strictement interdit de l'ouvrir. Le traitement était réalisable, mais lorsqu'Erika a appris le coût de l'opération, elle s'est à nouveau évanouie. Ses économies ne couvraient que la moitié de la somme nécessaire. Elle se reproche ce qui s'est passé, le stress a failli provoquer plusieurs fausses couches. Mais qu'aurait-elle pu faire face à un destin aussi cruel? Une nouvelle blessure s'ouvre dans son cœur déjà bien fatigué. Apprenant l'état de santé de son bébé, Samuel arrive tard ce soir-là, en retard de son travail. Erika, en pleurs, lui raconte tout, ne sachant que faire. Il l'écoute en silence et, après une pause, lui dit « Erika, il faut que je t'avoue quelque chose. Alors que les choses commençaient à s'améliorer, j'ai récemment hérité de quelque chose de mon oncle. Il a toujours été reclus, mais il m'aime bien depuis l'enfance. C'est un petit appartement dans une autre ville, mais si je le vends, nous pourrons avoir de l'argent. » Non, ne fais pas ça, Erika, s'écrie-t-il. Ta présence ici est déjà le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Il sourit, et Erika ne comprend pas pourquoi il refuse l'argent. Elle craignait qu'il s'agisse d'un test, mais comment pouvait-elle risquer la santé de son fils? Erika, je fais ça parce que je t'aime, dit doucement Samuel en lui caressant la tête.
Les larmes ont commencé à couler des yeux de la jeune mère avec une intensité renouvelée. Ce soir-là, elle a pris la décision monumentale de laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie après Michael. Elle avait peur de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle-même et son ami proche. Mais Samuel a tout prouvé par ses actes. Il a rapidement trouvé un courtier et a vendu l'appartement en quelques semaines. L'argent récolté a servi à financer l'opération d'Eduardo, qui s'est rapidement rétabli. Il a emménagé chez Samuel, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Erika, s'occupant du bébé comme s'il s'agissait du sien. Samuel aimait les enfants et, ayant grandi avec 2 jeunes sœurs, il leur vouait un amour profond. Il n'avait jamais ressenti une telle harmonie dans une relation auparavant, la comprenant sans mots, l'aidant toujours et donnant même à Erika une chance de se reposer en s'occupant du bébé après le travail. C'est pour cette raison qu'Erika a décidé de révéler toute l'histoire de son licenciement de l'hôpital de la ville. Elle n'a plus peur que la vérité le fasse fuir, mais quand Samuel l'apprend, il est furieux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite que tu avais été piégé ?» demande-t-il, perplexe, en berçant son fils dans ses bras. J'étais convaincu que l'histoire du traître et du complice semblait beaucoup plus crédible que ce qui s'était réellement passé. Avez-vous des photos de ces personnes? Oui, bien sûr, répond Erika en décrochant son téléphone et en faisant défiler l'écran jusqu'à l'image correspondante. Mais pourquoi en avez-vous besoin? Il était trop tard pour prouver quoi que ce soit maintenant. Samuel secoue la tête, déterminé. Son expérience d'infiltration de groupes criminels au cours de sa carrière de policier lui avait donné une idée. Le lendemain, sans dire un mot, Samuel se rend à l'hôpital central, prétendant avoir besoin de soins d'urgence. Il insiste pour être admis dans une chambre et attend la nuit. Erika reste calme, croyant qu'il est parti aider un ami à déménager dans une autre ville, demandant même à la collègue de Samuel de l'appeler pour lui assurer qu'elle ne s'inquiète pas. Grâce à son expérience de policier, Samuel sait que tous les enregistrements vidéo des institutions médicales sont conservés pendant plusieurs années dans une pièce séparée. Il ne lui reste plus qu'à s'y rendre. Samuel n'a pas peur, il n'éprouve que de la douleur et de la colère pour sa bien-aimée, ce qui le pousse à continuer, même s'il est un peu imprudent. À minuit, alors que la chambre est pleine de ronflements, Samuel se glisse silencieusement dans le couloir et descend au 1er étage. Il a de la chance, car il se doute que le vieux gardien est endormi depuis longtemps. En passant la main par la fenêtre, il saisit la clé de la salle des archives et remonte en courant. Plus tôt dans la journée, Samuel avait remarqué les caméras en marchant dans le couloir de l'hôpital. Il y avait beaucoup de caméras dans l'hôpital central de la ville, mais au bout du couloir, il y avait un angle mort. Certaines des caméras étaient des mannequins non fonctionnels, de sorte que son itinéraire de sécurité était bien planifié. À l'intérieur de la pièce, il y avait d'autres dossiers, des dossiers de patients sur des étagères. Samuel pensait déjà que tout était perdu, mais ses yeux s'arrêtèrent sur le support étiqueté et caméra. Il se doutait qu'il y trouverait plusieurs disques, dont ceux datant de l'été dernier. Le lendemain, à peine sorti de l'hôpital, Samuel se rend à la police. Il porte plainte et fournit toutes les preuves nécessaires. Heureusement, il a gardé des relations de son ancien emploi et ses collègues ont immédiatement ouvert un dossier sur la base d'un appel anonyme. Outre le vol, l'enquête a également révélé la falsification de documents. En l'espace d'un mois, toutes les charges retenues contre Erika ont été abandonnées. En outre, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre du médecin-chef, qui a été rapidement démis de ses fonctions. En compensation du préjudice moral, des sommes importantes ont été accordées à Michael et Anna, ce qui a contraint l'ex-mari d'Erika à vendre l'appartement lors du procès. Mahon s'est excusé publiquement d'avoir accusé Erika à tort, espérant la clémence et une réduction de l'amende. La nouvelle s'est répandue dans tous les journaux locaux, rétablissant rapidement la réputation d'Erika. Soudain, Anna n'a plus besoin de Michael, qui n'a plus rien à lui offrir, pas d'argent, pas d'appartement et une mauvaise réputation. Peu de temps après, elle se tourne sans ménagement vers un autre candidat, laissant Mahon seul. Il n'en croyait pas ses yeux et craignait que le destin ne lui joue encore un tour. Heureusement, elle n'était pas seule. Samuel était à ses côtés, et sa propre résilience l'aidait également. La vie commence vraiment à s'améliorer. Le nouveau chef de service lui propose de reprendre le travail, mais Erika refuse. Elle et Samuel se préparaient à leur mariage et à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Le parcours d'Erika nous inspire à persévérer, à valoriser nos liens humains et à croire qu'avec de la résilience et du soutien, nous pouvons surmonter même les défis les plus difficiles et trouver la paix et le bonheur. Si vous avez aimé cette histoire,
Laissez votre opinion ici dans les commentaires et bien sûr laissez votre like et abonnez-vous, activez la clochette pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.